Anthony Hopkins, le grand acteur qui a incarné Hannibal Lecter, a été confronté à une véritable horreur à cause de son addiction qu'il n'a pas pu contrôler. À cause de sa consommation d'alcool, il a eu des trous de mémoire, a raté des représentations et a rompu des relations. Lorsqu'il était au plus bas, il se réveillait dans des endroits bizarres et ne se souvenait pas de la façon dont il était arrivé là. Cependant, une rencontre fortuite lors d'une réunion des Alcooliques Anonymes a complètement changé le cours de sa vie. Permettez-moi d'entrer dans les détails étonnants de sa lutte et de la manière dont il a découvert une issue. Philip Anthony Hopkins, né en 1937 à Port Talbot, au Pays de Galles, n'était pas l'élève le plus enthousiaste pendant ses premières années d'école. Au lieu de se concentrer sur ses études, il choisit de consacrer son temps et son énergie à des activités artistiques telles que la peinture, le dessin et le piano. Ses collègues se moquaient souvent de lui en raison de son manque d'intérêt pour les matières traditionnelles, ce qui a contribué à son sentiment d'inadéquation et au développement d'un sentiment d'infériorité. En 1949, ses parents l'inscrivent à la West Monmouth Boys' School de Pontypool dans l'intention de lui inculquer une certaine discipline. Il n'y est resté que 5 trimestres au total et son séjour y a donc été assez bref. Il enseigne ensuite à la Cobridge Grammar School, située dans le Vale of Glamorgan, mais ses difficultés d'apprentissage persistent. Lors d'un entretien en 2002, il a admis sans détour qu'il n'apprenait pas bien. Cet aveu a contribué à renforcer ses sentiments d'inadéquation et de doute de soi. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées dans ses études, Hopkins a trouvé la motivation auprès de son compatriote Richard Burton, acteur gallois, qu'il a brièvement rencontré à l'âge de 15 ans. Hopkins a expliqué par la suite que, malgré les idées reçues qui découlent de leur origine galloise, Burton et Hopkins n'étaient pas des amis proches. Hopkins a agi de la sorte bien qu'il ait apprécié le talent de Burton. C'est au Royal Welsh College of Music and Drama de Cardiff que Hopkins a obtenu son diplôme en 1957. C'est là qu'il a développé ses talents d'acteur. Par la suite, il s'est acquitté de sa responsabilité de servir son pays en servant dans le Royal Artillery Regiment de l'armée britannique de 1958 à 1960. C'est à cette époque qu'il s'est fait connaître sous le surnom de Gunner Hopkins. Après son service militaire, Hopkins poursuit son intérêt pour la comédie en s'installant à Londres et en s'inscrivant à la célèbre Royal Academy of Dramatic Art, également connue sous le nom de RADA. Cette période a été déterminante dans sa vie professionnelle car c'est à ce moment-là qu'il a reçu une formation et des conseils rigoureux qui allaient servir de base à ses futures réalisations. Un nouveau portrait de Hopkins a été exposé lors des célébrations du centenaire de la Royal Academy of Dramatic Art en 2005. Il s'agit d'un monument qui témoigne de l'influence et de l'impact continu de Hopkins sur l'institution. Anthony Hopkins fait ses débuts sur la scène professionnelle en 1960 au Palace Theatre de Swansea, où il participe à la représentation de Have a Cigarette du Swansea Little Theatre. En 1965, après des années de perfectionnement au théâtre de répertoire, il a attiré l'attention du grand Laurence Olivier. Son talent n'est pas passé inaperçu et il a pu obtenir un poste au sein de la famille Olivier. Conscient du potentiel extraordinaire de Hopkins, Olivier l'invite à devenir membre du prestigieux Royal National Theatre de Londres. En devenant la doublure d'Olivier, Hopkins a pu jeter les bases de sa vie professionnelle. En 1967, alors qu'Olivier joue La danse de mort d'August Strindberg, il est victime d'une appendicite. Hopkins reprend le rôle d'Edgar, le personnage qu'Olivier avait joué auparavant. Sa prestation est si captivante qu'elle lui vaut les acclamations du public et consolide son statut de célébrité en devenir. Olivier a même loué le brio de Hopkins dans ses mémoires, affirmant que le jeune acteur s'était emparé du rôle d'Edgar comme un chat prenant une souris entre ses crocs. Hopkins a été admiré pour sa performance dans le rôle. Cette rencontre a changé la vie de Hopkins, qui avait auparavant lutté contre l'anxiété liée à l'idée de jouer devant un public. Quelle est la recommandation d'Olivier à son égard ? La vanité est dans les nerfs. Que pensent les gens de vous ? Vous êtes curieux de le savoir ? Il mérite d'être maudit. Sauter du bord de la falaise. Cette phrase a profondément touché Hopkins et l'a aidé à surmonter sa peur, ouvrant ainsi la voie à une carrière sûre d'elle-même et prospère au théâtre et à l'écran. Le talent de Hopkins continue à se manifester dans une variété de genres. En 1967, il fait ses débuts sur le petit écran dans une émission de la BBC intitulée A Flea in Her Ear, une puce dans l'oreille. Le court-métrage Change, réalisé par Drew Henley et sorti en 1964, marque ses débuts en tant qu'acteur principal dans un film. Mais c'est en 1968, avec le film The Lion in Winter, qu'il se fait remarquer en interprétant le rôle du roi Richard Cœur de Lion, un personnage à la fois complexe et troublé.
Cette prestation, qui le consacre comme une étoile montante du cinéma, lui vaut une nomination pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle décerné par l'Académie britannique des arts du cinéma et de la télévision. Son interprétation de personnages emblématiques, tels que Charles Dickens dans le téléfilm de la BBC The Great Inimitable Mr. Dickens, diffusé en 1970, et Pierre Bezzikov dans la mini-série de la BBC War and Peace, diffusée en 1972, lui a valu le British Academy Television Award du meilleur acteur. Il continue d'impressionner le public en interprétant ses personnages. En 1970, il joue dans le film d'action néo-noir The Looking Glass War, réalisé par Frank Pearson. En 1971, il apparaît dans When Eight Bells Toll, réalisé par Étienne Perrier. Hopkins entame ensuite une collaboration fructueuse avec le réalisateur Richard Attenborough, avec lequel il travaille sur 5 films au cours de sa carrière. En 1972, il joue le rôle de David Lloyd George, un homme politique britannique de premier plan, dans le film Young Winston, réalisé par David Attenborough. Hopkins a pu démontrer sa capacité à incarner des personnages historiques avec profondeur et richesse dans ce rôle. En 1969, Hopkins a repris son rôle de David Lloyd George dans la mini-série de la BBC The Edwardians. Cette mini-série a été diffusée aux États-Unis sur Masterpiece Theatre l'année suivante. Hopkins poursuit ses recherches sur les personnages historiques. En outre, il a joué un rôle principal dans la production cinématographique de la pièce d'Henrik Ibsen, Une maison de poupées, dans laquelle il a joué avec des acteurs de renom tels que Claire Bloom, Ralph Richardson, Denholm Elliott et Edith Evans. Le film comique The Girl from Petrovka, dans lequel il joue aux côtés de Goldie Hawn et Hal Holbrook, démontre une fois de plus la polyvalence de Hopkins en tant qu'acteur. En outre, il a fait ses débuts dans le genre du thriller avec le film Juggernaut, réalisé par Richard Lester et interprété par Richard Harris et Omar Sharif. Dans la production originale de Broadway de la pièce Equus de Peter Shaffer, Hopkins a joué un rôle pionnier, celui du psychiatre dérangé Dishart. Cette représentation a eu lieu en octobre 1974, date à laquelle Hopkins a fait son retour sur scène. Sa prestation exceptionnelle lui vaut le Drama Desk Award du meilleur acteur dans une pièce de théâtre pour la saison 1974-1975. À la fin des années 1970, Hopkins continue à jouer une grande variété de rôles. Sous la direction de Brian Forbes, il apparaît dans le film International Velvet, la suite de National Velvet. Les autres acteurs du film sont Tatum O'Neal et Christopher Plummer. Un pont trop loin, un film sur la Seconde Guerre mondiale, est sorti en 1977 et il a joué le rôle du commandant de l'armée britannique John Frost. C'est la deuxième fois qu'il travaille avec Attenborough. Une fois de plus, la capacité de Hopkins à passer d'un genre à l'autre est mise en évidence dans le rôle principal qu'il tient dans le film d'horreur psychologique Magic, réalisé par David Attenborough et sorti en 1978. Son interprétation troublante d'un ventriloque démoniaque lui a valu d'être acclamé Gene Siskel, critique de cinéma réputé, notant qu'il s'agissait de l'un des meilleurs films de l'année. Lorsque Hopkins a fait son retour sur scène en 1979, il a joué le rôle de Prospero dans une production de La Tempête au Mark Taper Forum de Los Angeles. Les classiques de Shakespeare, les thrillers psychologiques et les drames historiques ne sont que quelques-uns des rôles que cet acteur a interprétés dans des situations très variées. En 1980, Anthony Hopkins a joué un rôle qui a contribué à asseoir sa réputation d'acteur aussi varié que fascinant. Dans le film de David Lynch, The Elephant Man, acclamé par la critique, il joue le rôle de Sir Frederick Travis, un médecin attentionné qui prend en charge Joseph Merrick, un homme hideusement défiguré interprété par John Hurt. Le film se déroule à Londres au XIXe siècle. En plus de recevoir 8 nominations aux Oscars, dont une pour le meilleur film, le film a été un triomphe commercial et critique. D'autre part, 1980 est aussi l'année où Hopkins est impliqué dans une altercation légendaire sur le plateau. Il apparaît aux côtés de Shirley MacLaine dans le film A Change of Seasons, qui est un échec commercial et critique. Le film est un échec au box-office. En raison de l'animosité apparente qui existait entre les deux actrices, Hopkins a fait plus tard une déclaration notoire dans laquelle il qualifiait MacLaine d'actrice la plus ennuyeuse avec laquelle il ait jamais collaboré. Le conflit entre les personnalités des deux personnages a contribué à l'accueil défavorable du film. Hopkins a continué à s'épanouir dans d'autres projets malgré l'échec de A Change of Seasons, une situation qu'il avait déjà connue auparavant. En 1981, il a joué le rôle difficile d'Adolf Hitler dans le téléfilm The Bunker qui a été diffusé sur CBS. L'intensité et la profondeur de son interprétation du dictateur dans ses derniers jours lui valent un Primetime Emmy Award pour le meilleur acteur principal dans une série limitée ou un film. Son interprétation du tyran a été saluée pour son intensité et sa profondeur.
Malgré les difficultés inhérentes à l'interprétation d'un homme aussi controversé, les critiques ont salué sa capacité à faire du terrible Hitler un personnage à la fois attachant et attaché. La même année, Hopkins a joué le rôle de l'apôtre Paul dans le drame biblique et la mini-série Pierre et Paul. C'est l'occasion pour Hopkins d'incarner un autre personnage historique. Sa capacité à incarner des figures religieuses avec gravité et conviction a été démontrée dans ce rôle qu'il a joué aux côtés de Robert Foxworth, qui a interprété Saint Pierre. Une autre preuve du dévouement d'Anthony Hopkins à la scène est le fait qu'il a rejoint la Mirror Theatre Letitia's Repertory Company en 1983. En 1984, il poursuit sa carrière au théâtre en jouant le rôle de Dilly dans la pièce Old Times de Harold Pinter jouée au Roundabout Theatre de New York. La même année, il apparaît aux côtés de Mel Gibson dans le film The Bounty, dans lequel il joue le rôle du capitaine William Bligh dans une réécriture de la mutinerie sur le Bounty, plus fidèle à l'histoire. En 1982, Hopkins démontre sa flexibilité en jouant le rôle de Quasimodo dans le film télévisé Le Bossu de Notre-Dame, diffusé sur CBS. Le film mettait également en scène un ensemble talentueux comprenant Derek Jacobi, David Suchet, Tim Pigott-Smith, Nigel Hawthorne et John Gielgud. Il a ensuite joué dans plusieurs films au milieu des années 1980 dont Strangers and Brothers 1984, Arch of Triumph 1984, Guilty Conscience 1985, Mussolini and I 1985 et The Tenth Man 1988 qui ont démontré sa capacité à travailler avec une gamme variée de personnages et de genres. En 1985, Hopkins remonte sur scène à l'Old Vic de Londres où il donne la réplique à Colin Firth dans la pièce The Lonely Road, écrite par Arthur Schnitzler. Il a ensuite joué le rôle de Lambert Leroux dans la production du National Theatre de Pravda, une pièce satirique sur l'industrie de la presse britannique sous l'ère Thatcher. Sa prestation acclamée lui vaut le Laurence Olivier Award for Outstanding Achievement et Frank Rich du New York Times le félicite d'avoir créé l'image mémorable d'un barbare des temps modernes, perversement brillant. La passion de Hopkins pour le théâtre shakespearien l'a amené à jouer dans la production de David Hare du Roi Léar au National Theatre en 1986. Il considère le Roi Léar comme sa pièce de Shakespeare préférée et son interprétation du roi tragique est saluée par la critique. L'année suivante, il poursuit son exploration de Shakespeare en interprétant le rôle d'Anthony dans l'œuvre de l'estimé Judai Dench. En 1989, Hopkins fait sa dernière apparition sur scène dans le West End dans une production de Monsieur Butterfly. Il décrira plus tard cette expérience comme un supplice, racontant une matinée où le public entièrement japonais est resté silencieux tout au long de la représentation, laissant les acteurs découragés. Malgré ses expériences mitigées sur scène, Hopkins continue d'exceller à l'écran. En 1989, il a joué le rôle d'Abel Magwitch dans la mini-série adaptée des Grandes Espérances de Charles Dickens. Cette performance lui vaut sa 4e nomination aux Primetime Emmy Awards. En 1991, Anthony Hopkins a livré une performance qui a marqué sa carrière en incarnant le tueur en série cannibale Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux de Jonathan Demme. Son interprétation du manipulateur et énigmatique Lecter lui a valu de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur, le BAFTA Award du meilleur acteur et une place sur la liste des meilleurs méchants du cinéma établie par l'American Film Institute. Le réalisateur Jonathan Demme a spécifiquement cherché un acteur britannique pour le rôle, estimant qu'un accent britannique renforcerait l'utilisation manipulatrice du langage par Lecter. À l'époque, Hopkins envisageait de retourner au théâtre à Londres, lassé par sa carrière hollywoodienne. Cependant, l'opportunité d'incarner Lecter était trop séduisante pour être laissée de côté. L'interprétation de Lecter par Hopkins est tout simplement magistrale. Il a insufflé au personnage un calme glacial et une intelligence déconcertante, le rendant à la fois terrifiant et fascinant à regarder. Sa performance aux côtés de Jodie Foster, qui a également remporté un Oscar pour son rôle de Clarice Starling, a créé un duo dynamique à l'écran qui a captivé le public et les critiques. Le film lui-même a été un grand succès, remportant 5 Oscars, dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario adapté. Le succès du Silence des agneaux a propulsé Hopkins sur le devant de la scène internationale et a consolidé son statut d'acteur parmi les plus talentueux de sa génération. Hopkins a ensuite repris le rôle de Lecter dans 2 suites, Hannibal 2001 et Red Dragon 2002, consolidant encore son interprétation du personnage définitif d'Hannibal Lecter. Il a toutefois refusé de participer au 4e film, Hannibal Rising, en 2007, déclarant que Red Dragon serait sa dernière prestation dans le rôle du personnage. Après sa victoire aux Oscars, Hopkins a continué à jouer divers rôles, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'acteur. Il est apparu dans la comédie dramatique australienne Spotswood et dans le thriller de science-fiction Free Jack en 1992.
Il a également joué des rôles secondaires dans le drame biographique Chaplin de Richard Attenborough 1992, dans le rôle du biographe de Charlie Chaplin, et dans l'adaptation du film d'horreur Dracula de Bram Stoker de Francis Ford Coppola 1992, dans le rôle du professeur Van Helsing. Ces rôles, bien que de moindre envergure, démontrent une fois de plus la capacité d'Anthony Hopkins à incarner un large éventail de personnages et à contribuer au succès de divers projets cinématographiques. En 1992, Anthony Hopkins a continué à démontrer son talent dans les drames d'époque avec l'adaptation par Merchant Ivory du roman D.M. Forster, Howard's End. Dans le rôle de l'homme d'affaires réservé et pragmatique Henry Wilcox, Hopkins joue aux côtés d'Emma Thompson et d'Helena Bonham Carter. Le film a été largement salué par la critique. Des critiques comme Léonard Maltin ayant loué sa qualité exceptionnelle à tout point de vue. Cette collaboration fructueuse avec Merchant Ivory a débouché sur un autre projet notable en 1993, The Remains of the Day, également basé sur un roman, cette fois de Kazuo Ishiguro. Dans ce film, qui se déroule dans la Grande-Bretagne de l'après-guerre, Hopkins a livré une performance colossale dans le rôle du majordome Stevens, qui a subi une répression émotionnelle. Selon David Hunter de The Hollywood Reporter, le film a été salué comme l'un des plus grands films britanniques du XXe siècle par le British Film Institute, et Hopkins lui-même le considérait comme l'une de ses œuvres préférées. Son interprétation lui a valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur et le prestigieux BAFTA Award du meilleur acteur. La même année, Hopkins a interprété le célèbre universitaire d'Oxford C.S. Lewis dans le film biographique Shadowlands, ce qui lui a valu une autre nomination au BAFTA Award du meilleur acteur. Il a également joué aux côtés d'Isabella Rossellini dans le drame The Innocent, adapté du roman de Ian McEwan. Au cours de cette période, Hopkins a eu l'occasion unique de travailler avec Bart the Bear, un acteur formé à l'art de l'ours Kodiak dans deux films, Legends of the Fall 1994 et The Edge 1997. Hopkins a développé un profond respect pour Bart, le traitant comme un collègue acteur et passant des heures à l'observer et à l'admirer. Il a même joué plusieurs de ses propres scènes avec Bart, montrant ainsi sa volonté d'accepter des partenaires non conventionnels. En 1998, Hopkins était devenu l'acteur le mieux payé de Grande-Bretagne, jouant dans des films à succès tels que Le Masque de Zorro et Meet Joe Black. Il a également accepté de reprendre son rôle emblématique du docteur Hannibal Lecter dans Hannibal pour un cachet record de 15 millions de dollars, consolidant ainsi son statut d'acteur recherché et très respecté dans l'industrie. En 2000, Anthony Hopkins a prêté sa voix pour narrer le remake en direct de Ron Howard de Comment le Grinch a volé Noël, ajoutant sa gravité au conte de Noël bien-aimé. Cependant, son projet le plus remarquable cette année-là a été de reprendre le rôle emblématique d'Hannibal Lecter dans la suite du Silence des agneaux de Ridley Scott, simplement intitulé Hannibal. Jonathan Demme et Jodie Foster ayant refusé de participer, Scott a pris la direction du film et Julianne Moore a remplacé Foster dans le rôle de Clarice Starling. Hopkins, qui avait déjà travaillé avec Moore sur Surviving Picasso en 1996, a accepté de reprendre le rôle de Lecter en exprimant son approbation du scénario. Une scène du livre dans laquelle Lecter se déguise avec des bandages a été omise dans le film, Scott et Hopkins s'étant mis d'accord pour conserver l'apparence reconnaissable du personnage. Hopkins a donné un aperçu de son interprétation de Lecter, le décrivant comme un Lecter classique à Florence, donnant des conférences et dégageant du charme. Cependant, lorsque l'histoire s'est déplacée aux États-Unis, Hopkins a modifié son apparence, prenant du volume et arborant une coupe de cheveux plus courte pour dépeindre Lecter comme un mercenaire capable d'une immense force physique. Hopkins a encore souligné la complexité de Lecter, le décrivant comme un homme de la Renaissance et un Robin des Bois des tueurs, s'attaquant à ceux qu'il jugeait dignes d'être punis. Hannibal a connu un immense succès commercial, battant les records du box-office international avec 351 millions de dollars de recettes. Le film a cependant reçu un accueil mitigé de la part des critiques, certains louant la performance de Hopkins, tandis que d'autres critiquaient les déviations du film par rapport au matériau d'origine. Hopkins a repris le rôle de Lecter dans le troisième volet de la franchise, Dragon Rouge 2002, avec Ralph Fiennes, Edward Norton, Harvey Keitel, Emily Watson et Philip Seymour Hoffman. Le film a reçu des critiques favorables et a été un succès au box-office. Il s'agit de la dernière interprétation par Hopkins de l'emblématique tueur en série cannibale qui laisse une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. En 2003, Anthony Hopkins a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, en témoignage de son héritage durable et de ses contributions à l'industrie cinématographique. Il a continué à accepter des rôles difficiles, son interprétation de Burt Munro dans le film de 2005, l'Indien le plus rapide du monde, étant l'une de ses préférées.
Hopkins s'est identifié à la vision de la vie de Monroe et a trouvé le rôle facile à incarner en raison de leur point de vue commun. Sa contribution au cinéma a été récompensée en 2006 par le Golden Globe Cecil B. DeMille Award for Lifetime Achievement, puis en 2008 par le BAFTA Academy Fellowship Award, la plus haute distinction décernée par l'Académie britannique du cinéma. Lors d'un sondage réalisé en 2003 par Channel 4, Hopkins a été classé 7e sur la liste des 100 plus grandes stars de cinéma, ce qui confirme son statut de personnalité aimée et respectée dans le monde du spectacle. En 2010, Hopkins a joué dans The Rite, un film sur l'exorcisme, où il incarne un prêtre aux méthodes peu conventionnelles. Bien qu'agnostique, M. Hopkins a intégré ses croyances personnelles à son personnage, ajoutant ainsi une couche de complexité à son interprétation. Il a accepté l'incertitude de la foi, déclarant « Ce que j'aime, c'est l'incertitude. Je ne sais pas, vous ne savez pas ». La carrière de Hopkins a continué à s'épanouir grâce à des rôles variés. En 2011, il incarne Freddy Heineken, le propriétaire de la brasserie Heineken. Dans le film Kidnapping Freddy Heineken, sorti en 2015, il s'est également aventuré dans le Marvel Cinematic Universe en incarnant Odin, le père d'Asgard, dans la franchise Thor, apparaissant dans 3 films de 2011 à 2017. En 2012, Hopkins a incarné une autre figure emblématique, Alfred Hitchcock, dans le biopic Hitchcock de Sacha Gervasi, aux côtés d'Hélène Mirren dans le rôle de l'épouse d'Hitchcock, Alma Reville. Le film se penche sur le tournage du thriller classique Psycho et sur les événements qui ont suivi. La polyvalence de Hopkins en tant qu'acteur a été démontrée dans le film d'action comique Red 2 2013, où il a joué le principal antagoniste, Edward Bailey. En 2014, il a joué le rôle biblique de Mathusalem dans le film Noé de Darren Aronofsky. Il continue d'explorer divers genres en apparaissant dans le rôle de Sir Edmund Burton, membre de l'Ordre des Witwickens, dans Transformers The Last Night en 2017. En 2015, Anthony Hopkins est remonté sur scène dans une production de la BBC 2 de The Dresser de Ronald Harwood, aux côtés de Ian McKellen, Edward Fox et Emily Watson. Ce spectacle revêt une importance particulière pour Hopkins car il lui permet de travailler avec des acteurs qu'il admire de loin et d'incarner un autre acteur, un rôle qu'il trouve particulièrement agréable. Il a décrit le personnage de Sir, un acteur-manager vieillissant en proie à l'insécurité et à l'ego, comme le moment le plus fort de sa vie. L'expérience a également apporté un sentiment d'appartenance et d'acceptation à Hopkins, qui avait longtemps été confronté à des sentiments d'isolement et d'aliénation. Sa carrière a continué à s'épanouir sur le petit écran avec le rôle principal de Robert Ford dans la série de science-fiction HBO Westworld en 2016, pour lequel il a été nommé aux Primetime Emmy Awards. En 2018, il a interprété le roi Léar dans une adaptation télévisée de BBC 2 avec Emma Thompson, Florence Pugh et Jim Broadbent. Cette performance lui a valu une nomination au Screen Actors Guild Award, les critiques ayant salué son interprétation dévastatrice du roi tragique. En 2019, Hopkins a livré une autre performance puissante dans le rôle du pape Benoît XVI, dans The Two Popes de Fernando Marella face à Jonathan Pryce dans le rôle du pape François. Ce film, qui se déroule dans la Cité du Vatican au milieu du scandale des fuites du Vatican, explore la relation entre les deux papes et leurs points de vue divergents sur l'avenir de l'Église catholique. Hopkins s'est dit ravi de travailler avec Pryce, tous deux originaires du pays de Galles, et leur entente à l'écran était évidente. Le film a été présenté en avant-première au Festival du film de Telluride, où il a été acclamé par la critique et a ensuite été diffusé sur Netflix. Hopkins et Pryce ont tous deux reçu des éloges pour leur performance et ont été nommés aux Oscars, aux Golden Globes et aux British Academy Film Awards. En 2020, Anthony Hopkins a livré une performance dans The Father, dans lequel il incarne un homme aux prises avec la maladie d'Alzheimer. La première du film au Festival du film de Sundance a été saluée par la critique et la performance d'Anthony Hopkins a été qualifiée de remarquable et de candidate aux Oscars. La profondeur émotionnelle et la vulnérabilité brute qu'il a apportée au rôle ont trouvé un écho auprès du public et des critiques, faisant de lui un favori pour l'Oscar du meilleur acteur. Le Père, réalisé par Florian Zeller, est basé sur sa pièce Le Père, nominée aux Tony Awards, met en scène Olivia Colman dans le rôle de la fille de Hopkins. L'exploration poignante de la perte de mémoire et de la complexité des relations familiales dans ce film a touché une corde sensible chez les spectateurs, consolidant la réputation de Hopkins en tant que maître de son art.
Hopkins lui-même a reconnu l'importance du rôle, décrivant son expérience de travail avec Coleman et Zeller comme un moment fort de sa carrière. Il a exprimé sa gratitude pour avoir eu l'occasion de collaborer avec des personnes aussi talentueuses, citant son travail récent avec Ian McKellen dans The Dresser, Emma Thompson dans King Lear et Jonathan Pryce dans The Two Popes comme d'autres moments forts de sa carrière. Sa performance exceptionnelle dans The Father lui a valu son 2e Oscar du meilleur acteur, ce qui fait de lui la personne à avoir remporté le prix à l'âge de 83 ans. Dans un discours de remerciement sincère, prononcé via les médias sociaux depuis son pays de Galles, M. Hopkins a exprimé sa surprise et sa gratitude pour cet honneur, rendant également hommage au regretté Chadwick Boseman qui était également nommé dans cette catégorie. Après sa victoire aux Oscars, Hopkins a continué à accepter des rôles difficiles, démontrant ainsi sa passion inébranlable pour le métier d'acteur. En 2022, il est apparu dans le drame semi-autobiographique Armageddon Time de James Gray, dans lequel il incarne un grand-père gentil et sage. Les critiques ont salué sa performance, A.O. Scott du New York Times, soulignant sa capacité à transmettre la force sous-jacente à la chaleur et à l'humour de son personnage. La même année, Hopkins retrouve Lauriane Zeller pour The Sun avec Hugh Jackman. Il a continué à explorer des rôles variés, incarnant des personnages réels tels que l'agent de change et l'humanitaire Sir Nicholas Winton dans le drame biographique One Life 2023 et le célèbre psychanalyste Sigmund Freud dans Freud's Last Session. Ses débuts ont été marqués par un sentiment d'isolement et un manque de direction. De son propre aveu, il a eu des difficultés scolaires et a trouvé du réconfort dans les arts, en particulier le théâtre. Cependant, c'est au cours de ses années de formation que Hopkins a fait ses premiers pas dans l'alcool. Dans les années 1960, alors que sa carrière d'acteur commence à décoller, sa consommation d'alcool s'accroît également. Hopkins déménage à Londres pour poursuivre plus sérieusement sa carrière d'acteur et, en 1960, il s'inscrit à la Royal Academy of Dramatic Art, RADA. C'est une période de grands changements et d'excitation, mais aussi d'immense pression. Hopkins commence à se tourner vers l'alcool pour faire face à ses insécurités et au stress de sa carrière naissante. La consommation d'alcool a commencé de manière assez innocente, avec quelques verres après les concerts. Mais elle est rapidement devenue incontrôlable. À la fin des années 1960, Hopkins est de plus en plus reconnu pour son travail sur scène et au cinéma. En 1968, il est acclamé par la critique pour son rôle dans le film The Lion in Winter. Cependant, en coulisses, son alcoolisme s'aggrave. Hopkins a raconté plus tard qu'il buvait excessivement, qu'il s'évanouissait souvent et qu'il se réveillait dans des endroits étranges. Il a décrit cette période de sa vie comme chaotique et incontrôlable. Un incident particulièrement éprouvant s'est produit en 1975. Hopkins se trouvait à New York pour une production théâtrale lorsqu'il s'est mis à boire à outrance. Il s'est évanoui et s'est réveillé dans une chambre d'hôtel sans savoir comment il était arrivé là. Ce fut une prise de conscience, mais pas suffisante pour qu'il arrête de boire. Les années qui suivent là sont marquées par des épisodes similaires, où l'alcool semble être son seul compagnon permanent. En 1980, la carrière de Hopkins atteint de nouveaux sommets grâce à son rôle dans le film The Elephant Man. Malgré son succès professionnel, sa vie personnelle est en ruine. Son mariage avec sa première femme, Petronella Barker, s'est soldé par un divorce en 1972, en grande partie à cause de sa consommation d'alcool. Il se remarie en 1973 avec Jennifer Linton, mais son alcoolisme continue de peser sur leur relation. Au milieu des années 1980, la dépendance de Hopkins a atteint un point de rupture. Son comportement devient de plus en plus erratique et il manque fréquemment les répétitions et les représentations. C'est à cette époque que Hopkins fait une rencontre qui va changer sa vie. Le 29 décembre 1975, il se réveille dans une chambre d'hôtel en Arizona sans se rappeler comment il est arrivé là. Il se rend compte qu'il est au plus bas et qu'il doit changer. Cherchant désespérément de l'aide, Hopkins se rend à une réunion des alcooliques anonymes. C'est là qu'il rencontre une femme qui jouera un rôle déterminant dans son rétablissement. Elle se présente sous le nom d'Ella et dit à Hopkins quelque chose qui résonnera profondément en lui. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu? Cette simple suggestion a eu un impact profond sur lui. Hopkins décida d'essayer et commença à assister régulièrement aux réunions des AA. Plus tard, Hopkins a évoqué cette période de sa vie en disant que sa sobriété ressemblait à un miracle. Il a admis qu'il avait essayé d'arrêter de boire de nombreuses fois auparavant, mais qu'il avait toujours rechuté. Cette fois-ci, cependant, quelque chose semblait différent. Il a adhéré au programme des AA et a trouvé du réconfort dans le soutien d'autres alcooliques en voie de guérison. Il a également commencé à explorer la spiritualité, qui lui a procuré un sentiment de paix et d'utilité. L'un des aspects les plus difficiles du rétablissement de M. Hopkins a été de faire face aux dommages causés par sa dépendance.
Sa relation avec sa fille, Abigail, était tendue en raison de ses années de négligence. Hopkins a fait un effort concerté pour reconstruire leur relation en reconnaissant la douleur qu'il avait causée. Le processus a été lent et difficile, mais avec le temps, ils ont réussi à se réconcilier. Tout au long des années 1980 et 1990, la carrière de Hopkins a continué à prospérer. Il a été largement acclamé pour son rôle d'Hannibal Lecter dans le film Le silence des agneaux, 1991, qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur. Malgré son succès, il est resté fidèle à sa sobriété. Il assiste régulièrement aux réunions des AEA et parle souvent de son expérience de la dépendance et de la guérison. Lors d'interviews, Hopkins a parlé avec franchise de ses problèmes d'alcoolisme. Il s'est décrit comme un solitaire qui utilisait l'alcool pour fuir la réalité. Il a admis qu'il se sentait souvent déplacé et mal à l'aise dans les situations sociales et que la boisson lui procurait un soulagement temporaire. Cependant, il a également reconnu que l'alcool avait failli détruire sa vie. L'histoire de M. Hopkins est celle d'une résilience et d'une détermination à toute épreuve. Il a souvent parlé de l'importance d'assumer la responsabilité de ses actes et de faire un effort conscient pour changer. Il attribue sa sobriété au soutien qu'il a reçu des AA et à l'éveil spirituel qu'il a connu pendant son rétablissement. Il a également souligné l'importance de trouver un but et de rester concentré sur ses objectifs. Ces dernières années, Hopkins a continué à mener une carrière fructueuse avec des rôles dans des films tels que The Father et Westworld. Il a également joué dans ces deux films. Grâce à son statut, il est également devenu un défenseur de la santé mentale et de la réadaptation des toxicomanes, et il s'efforce de sensibiliser le public à ces questions. Lorsque Hopkins a atteint sa 47e année de sobriété en 2017, il a parlé de cette réalisation importante comme d'un cadeau et d'une bénédiction. En réfléchissant à son parcours, M. Hopkins a exprimé sa gratitude pour l'occasion qui lui a été donnée de repartir à zéro. On lui a fait remarquer que le pardon est essentiel, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Reconnaissant que l'addiction est une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde, il a également souligné l'importance de faire preuve de compassion et de compréhension lorsqu'on aborde la question de la guérison de l'addiction. Le chemin parcouru par Anthony Hopkins pour vaincre sa dépendance est un puissant rappel des difficultés que rencontrent de nombreuses personnes et de la résilience nécessaire pour en triompher. Sa vie illustre avec force l'importance d'obtenir de l'aide lorsque c'est nécessaire, ainsi que la force de la persévérance. En outre, c'est une célébration de l'esprit humain et de la capacité à découvrir l'espoir et la rédemption, même dans les circonstances les plus difficiles. La brillance, la résilience et l'engagement inébranlable d'Anthony Hopkins envers la sobriété continuent d'être une source d'inspiration pour les gens d'aujourd'hui. Son parcours nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour changer et prendre un nouveau départ, et il constitue une lueur d'espoir pour ceux qui luttent contre la